C'est quelle appli? Livestorm. Et elle est On est parti. On est en direct. Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire. On va dire c'est plutôt une webconférence qu'on organise, donc organisée par Miroir Social en partenariat avec le groupe UP. Donc sur le sujet du lien social en sortie de confinement, le lien social que peuvent entretenir les représentants du personnel avec les salariés. Le lien social qu'ils ont entretenu jusqu'à maintenant et le lien social, ce que ça augure pour la suite, et dans quelles conditions ça a été fait. Donc, merci à vous de votre participation. Donc, moi, je suis Rodolphe Ellerlé, je suis le responsable éditorial du Miroir Social. Et donc, je vais avoir le plaisir d'animer cette petite heure et demie. Donc, on a quand même du temps, on a 1h30. La base de cette rencontre, c'est de reposer sur des retours d'expérience. Donc, on a 3 représentants syndicaux qui vont nous exposer. Alors, il n'y a pas de recette magique dans l'histoire, mais leur retour d'expérience sur comment ils ont géré la situation jusqu'à maintenant et comment ils vont capitaliser dessus. Je pense que ça peut vous inspirer et ça peut vous inspirer surtout aussi des questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique dédiée à ça. Par ailleurs, j'en profite aussi pour vous souligner qu'il y a une colonne sondage, donc je vous invite à y répondre. On a mis en ligne 3 petits sondages, 3 petites questions pour un peu appréhender votre niveau d'usage, un peu des outils, qu'est-ce que vous en avez fait. Et donc, c'est pas l'alpha et l'oméga, loin de là, c'est un sondage, mais toujours est-il, ça peut permettre de nourrir les échanges. Avant de passer la parole à nos intervenants, je passe la parole à Arnaud Breuil. Donc Arnaud, tu es donc le directeur des partenariats et de la coopération du groupe UP, qui donc parraine et porte cette rencontre. Donc merci à vous. Et je te laisse un petit mot d'introduction, Arnaud. Bonjour à tous. Je vais essayer d'éviter d'être trop long parce que c'est vrai qu'on a, nous, pas mal d'attentes par rapport à ce premier échange. Simplement vous dire que d'abord remercier Rodolphe pour avoir pratiquement au pied levé répondu à notre demande et d'essayer de construire ensemble ce premier webinaire à l'occasion duquel on va vous donner la parole. Je pense que c'était notre premier objectif aujourd'hui, c'était de faire en sorte à ce qu'on puisse donner la parole à ceux qui font le dialogue social dans les entreprises. On entend beaucoup parler aujourd'hui du monde d'après, de la façon dont il va avoir tendance à se construire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pu constater de très nombreuses expériences dans les entreprises, des acteurs du dialogue social, bien évidemment les élus, les IRP, mais pas que, aussi les partenaires RH, qui ont essayé d'adapter leur comportement, le dialogue social, aux échéances et aux contraintes que la période, la crise sanitaire nous a imposées. Et on est vraiment convaincus, pour ce qui nous concerne, que ce sont les acteurs du dialogue social qui permettront de faire ce que beaucoup appellent aujourd'hui le monde d'après. Donc peut-être revenir très très brièvement sur le groupe UP. Vous nous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous comme étant une entreprise émettrice de titres de service, donc les plus historiques, le chèque déjeuner, la carte déjeuner aujourd'hui, et puis bien évidemment tout ce qui touche au monde des activités sociales et culturelles, les chèques cadeaux, les CESU, donc les CADOC pour ce qui nous concerne, les chèques culture, mais également à travers certaines de nos filiales, notamment Kelidea, qui est une filiale qui développe des solutions de gestion à l'attention des comités, des CSE. Et puis dernièrement, évidemment, plus récemment, nous avons décidé d'animer de façon un petit peu différente ce dialogue que nous avons avec nos parties prenantes que sont les acteurs sociaux dans les entreprises. Et donc c'est pour ça que nous avons décidé de lancer ce cycle de webinaires. Il y en a certainement un ou deux autres qui vont suivre dans la période très prochaine. Peut-être dernier élément avant de céder la parole à nos intervenants. D'abord les remercier, bien évidemment. Vous dire que, donc, comme Rodolphe l'a dit en introduction, il y a une rubrique questions, donc c'est la deuxième en partant de la gauche au milieu, qui va vous permettre de poser des questions. On va pas y répondre en direct. On sera avec quelques-uns de mes collègues un peu en backup et on va essayer de concentrer vos questions pour les orienter à ceux de nos intervenants qui souhaiteraient
qui souhaiteraient y répondre. Et bien évidemment, le risque, c'est qu'on puisse pas répondre à tout dans leur ennemi qui va s'écouler devant nous. Et donc, auquel cas, on s'engage bien évidemment à pouvoir les concentrer pour pouvoir ensuite y apporter une réponse plus structurée dans les jours qui viennent. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Remercier, si je tiens quand même à le dire, parce j'ai peur de pas avoir le temps de le faire à la fin du webinaire. Remercie tous ceux qui ont permis de rendre possible ce premier webinaire, et je pense à tous mes collègues chez Up qui ont travaillé à cette question-là. Ça me permet de vous dire aussi que Up est une société coopérative et participative, et donc l'entreprise encore aujourd'hui est détenue à 100% par ses salariés. C'est quelque chose auquel on tient, et on fait tout pour que le collectif prime sur les intérêts individuels. Donc je pense que c'est quelque chose d'important. Et remercier également tous nos partenaires syndicaux. Je vais toutes les citer, les grandes organisations syndicales. Alors ils me viennent dans l'ordre, donc je ne sais pas si c'est par ordre alphabétique, mais en tout cas, la CFDT, la CFTC, FO, la CGT, la CFE-CGC et l'UNSA, qui sont l'ensemble des organisations syndicales avec lesquelles nous travaillons et qui font que le groupe Up est ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc, sans eux, sans ces acteurs du dialogue social, nous n'en serions certainement pas là. Donc, c'est à nous tous, ensemble, d'essayer d'imaginer les solutions d'avenir qui répondront aux enjeux du dialogue social de demain. Voilà, donc je vais couper mon micro pour éviter la résonance. Et donc, je vous invite à poser toutes les questions qui vous viennent au fur et à mesure des interventions. Merci à tous. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Alors, je vais vous présenter l'ensemble des intervenants désormais. À la droite de Arnaud, je ne sais pas si on a la même vision, mais à la droite de Arnaud, donc il y a Daniel Coutaudier. Donc, tu es le responsable CFDT de Nexter, le délégué syndical central de Nexter. En bas, en dessous de Daniel, il y a Christine Fourage. Donc, Christine, tu es donc la secrétaire générale du syndicat CGT de l'enseignement privé et des organismes de formation, et également d'une partie du pôle universitaire de l'enseignement catholique, c'est ça? Entendu. À la droite de Christine, il y a… Mais, attendez, par contre, j'ai coupé les micros. Voilà, j'ai réactivé le micro, Christine. Oui, c'était ça alors. Ok, merci. Et à la droite de Christine, donc Bernard et… Alors, voilà, et voilà, j'ai planté ton nom. Bernard Vigourouz, ah oui, il suffit que je le regarde en haut. Merci. Bernard Vigourouz, donc tu es le délégué syndical central de FO Leroy Merlin. Oui. Donc, merci d'intervenir. Et en haut, au-dessus de toi, Aude d'Argentlieu, donc tu es donc la directrice générale de l'IAPR, qui est un cabinet qui fait de l'accompagnement psychologique, et tu es donc psychologue clinicienne de formation. Et donc, on va commencer avec toi, Aude. Donc, toi, tu n'es pas, à la différence de nos 3 intervenants précédents dans l'entreprise, hein, tu n'es pas délégué syndical. Tu représentes donc un cabinet qui, historiquement, tu pourras nous le raconter peut-être un petit peu en liminaire, mais qui est lié à la RATP, et qui fait donc de l'accompagnement psychologique des salariés. Et, et dans le cadre de la crise qu'on connaît, c'est là-dessus que je vais te lancer après t'avoir laissé la possibilité de présenter ce qui est PR. Mais vous notez, en guise d'introduction, et ce n'est pas non plus une surprise, vous avez donc des numéros verts, ce qu'on appelle les numéros verts, ou des lignes d'assistance auprès de vos sociétés clientes, et une augmentation de 40% des appels depuis la période de confinement. Et donc, tu vas nous présenter un peu ça et ce que ça recouvre. Donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci beaucoup pour cette invitation. J'espère que l'intervention sera sans trop de coupures, avec une bonne qualité. Un mot donc sur l'IAPR, comme tu m'y invitais. L'IAPR a été fondée il y a 20 ans. On fête nos 20 ans cette année, mais on devait le fêter dans la période de confinement. Donc, voilà, les choses sont un peu reportées. Un institut fondé donc par la RATP pour venir en aide à ces salariés en situation de détresse ou de souffrance psychologique suite souvent à des agressions ou à des accidents graves en lien avec l'activité du secteur du transport, aussi avec la question de la vie au travail. Fondé également par la GMF, pour venir en soutien de ces sociétaires. Donc ça, c'était l'intuition et l'intention des fondateurs qui donc il y a 20 ans, qui s'est déployé pour tant d'autres organisations publiques que privées. Et donc l'IAPR a été repris par le groupe Oasis,
en 2016. Donc désormais, il y a voilà, un triple actionnariat qui, lui, intervient sur tout le secteur de l'outplacement, l'accompagnement individuel, la transition professionnelle, la mobilisation des collectifs. Donc voilà, tout un groupe désormais au service voilà, à la fois de l'individu et du collectif dans les contextes d'organisation. La mission de l'IAPR, c'est d'intervenir en anticipation des difficultés, des risques, dans la prévention de la santé mentale au travail, de former les acteurs internes, que ce soit de services de santé au travail, que ce soit également IRP, manager, voilà, au service de cette tâche commune de prévention voilà, au sein de l'entreprise, et également de prendre en charge, comme tu l'as dit, directement les personnes ou les collectifs suite à des événements graves ou des situations de souffrance individuelle ou collective, dans la suite, soit à distance, soit sur site. Voilà, soit en face à face. Évidemment, dans la période de confinement, on a eu je dirais, un repli, si je puis dire, vers tout ce que l'on pouvait faire à distance et en dispositif d'écoute. Et on a eu sur ces dispositifs, comme tu le soulignais, un accroissement d'appels important et plus de 40% d'activité. Donc, c'est à partir de là que je vais vous donner un petit peu en introduction, voilà, quels sont un petit peu, à partir de ce qu'on a entendu, au fond, pour l'ensemble de l'équipe des psychologues, hein, plus d'une, voilà, une trentaine de psychologues qui sont donc au service de cette écoute aujourd'hui. On a entendu bien sûr des questions sur le coronavirus lui-même, mais selon les jours, on avait entre 40% ou 80% des motifs qui concernaient directement la pandémie et ses conséquences. Soit ses conséquences relationnelles, c'est-à-dire des personnes qui se retrouvaient isolées, confrontées à des situations de maladie, en difficulté par rapport à la perte de lien avec leur manager, dont elles n'avaient pas forcément de nouvelles, en difficulté par rapport à l'anticipation économique, qu'est-ce qui va se passer pour moi après, en difficulté parfois par rapport à un lien qui était temporairement de chômage partiel, en difficulté personnelle, des difficultés personnelles préexistantes, mais parfois majorées par le confinement, des difficultés d'ordre conjugal, ça a été souligné dans les médias, la prise en charge de ces situations était compliquée dans le confinement, heureusement il y a eu des bons relais organisés, ça pouvait être des situations individuelles d'isolement, effectivement des personnes dans de petits appartements, seules, en télétravail, oui, mais dans des conditions finalement éprouvantes au quotidien, étaient aussi en situation de fragilisation. Le jour où vous lancez ce séminaire est lancée une étude internationale, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, qui sera coordonnée en France par le professeur Jean-Michel Lorca, qui est psychiatre et du CHU de Clermont-Ferrand, sur tout l'impact de la santé mentale sur la population. Il y avait déjà eu une étude menée à la suite de la première période de confinement en Chine qui avait indiqué toute l'importance de dispositifs de soutien psychologique pour prendre en charge les conséquences voilà, du confinement et de cette période très particulière à vivre. Et donc là, il y a une vaste étude qui va être lancée sur une longue période hein, pour avoir à la fois les effets court terme mais les effets également long terme possibles de cette période. Pour ma part, je ne vais pas dans une dramatisation, je dirais, totale de la détresse psychologique de tous. Je pense qu'il y a effectivement une situation de vigilance à avoir pour des situations qui peuvent voilà, décrocher, ou des personnes qui peuvent décrocher, des personnes qui peuvent effectivement développer et je vais y revenir, des situations de souffrance psychologique sur lesquelles il faut être attentif et pouvoir relayer vers des prises en charge adéquates. Donc voilà, cette vigilance est partagée et je dirais par un grand nombre d'acteurs, hein, depuis la santé publique, le gouvernement et puis tous les acteurs que nous sommes, au fond, chacun pour notre part. Excuse-moi de te couper là. Alors, excuse-moi de te couper. Comment ? Tu en as parlé. Je me permets d'intervenir sur le côté. Vous avez aussi, ça a montré les retours les appels, la typologie des appels, la question de la solitude, les personnes isolées. Oui, c'est vrai que les dispositifs d'écoute interviennent, on est très sollicité, soit parce que les personnes se sentent seules et sans recours. Alors, elles peuvent se sentir seules dans une phase d'arrêt maladie. Elles peuvent se sentir seules parce qu'elles ont moins de soutien social. Là, le soutien social a été diminué parce que d'une part, on n'a plus directement les collègues de travail, mais plus directement non plus voilà, les amis qu'on était habitués à rencontrer. Les personnes expriment dans une enquête qu'on a conduite, elles sont au moins
près de 30, j'ai le chiffre exact, c'est 32-34%, voilà, à manquer du temps convivial sur le lieu de travail. Et ça, c'est vraiment un impact important. Et pour des personnes, alors effectivement, les célibataires sont pas toujours absolument seuls, mais ceci dit, il y a ce que j'appellerais des célibataires au sens strict qui sont vraiment tout seuls chez eux, dans de très petits appartements, parfois eux-mêmes déjà un peu fragilisés par cette situation familiale et qui vont avoir un impact encore plus fort. Qui ont eu dans la période de confinement une réelle mise à l'épreuve et fragilisation de leur santé mentale. Il nous semble un soin très important, en tout cas même voilà, au sein des différentes organisations qu'on a accompagnées, on a prêté attention à ce lien. Dans le lien social, il y a le lien direct du travail, il y a le lien managérial, il y a le lien entre guillemets de droit lié au contrat de travail, mais il y a aussi tout le lien personnel. Qui est de nature, qui tangente quand même l'espace privé et qu'il faut absolument maintenir dans le temps, sinon ces personnes sont véritablement exposées. Des personnes seules qui ont pu avoir le Covid elles-mêmes, toutes seules dans un appartement tout petit, pas forcément à un degré grave, étaient exposées à un risque de perte de lien social qui était important d'entretenir. Or, on a été contacté dans des moments où les personnes étaient en perte de lien et avaient vraiment besoin de retrouver des lieux, d'où l'importance des initiatives comme ce qu'on appelle les cafés digitaux, les groupes WhatsApp, enfin toutes ces zones interpersonnelles absolument importantes. Il ne s'agit pas de surestimer le danger, mais pas non plus de le négliger, sinon on a des personnes qui, à mesure de se perdre de lien, se fragilisent énormément. Il y a un point quand on en a parlé en amont, c'est tu soulignais, il y a une contradiction majeure, c'est-à-dire pour les personnes, par exemple, qui sont en chômage partiel, théoriquement, officiellement, légalement, l'employeur doit couper le lien. Doit couper le lien. Dans quelle mesure il y a vraiment une contradiction majeure actuellement par rapport aux fragilités des personnes et le soutien dont elles ont besoin? Tout à fait. Alors, je voyais en même temps, je me permets quelqu'un qui disait, c'est vrai, il y a des personnes qui n'ont que leur travail comme lien social. Je pense que ça, c'est une réalité. Je dis pas qu'elle est générale, mais c'est une réalité pour un certain nombre de personnes. D'où la difficulté de ce que tu soulignes, Rodolphe, c'est que, au sens strict, pour ne pas fragiliser des personnes qui auraient pu être en souffrance, quand il y a un arrêt maladie, quand il y a une période de chômage, il ne doit pas y avoir de lien managérial, bien sûr, par rapport à la question du droit du travail au sens strict. Et en même temps, quand on voit des personnes où c'est l'espace central, et pour un certain nombre de personnes, ça l'est, ce lieu de travail est un espace social central, on se trouve effectivement devant une situation qu'il revient à l'entourage professionnel, peut-être sur un motif personnel, peut-être compte tenu de la qualité des liens préexistants, de faire perdurer, je dirais, un lien qui, sinon, je dirais au titre de la responsabilité qu'on a tous les uns vis-à-vis des autres, effectivement, il y a une fragilisation qui s'instaure. Alors, à voir à quel titre chacun en est responsable, mais ça reste vraiment important de souligner, on ne peut pas éviter le constat que certaines personnes, sans lien professionnel, je dirais, décrochent et parfois décrochent de la manière la plus violente. On a eu dans nos dispositifs d'écoute quelques cas toujours, comme on les a régulièrement, de risques et de menaces suicidaires réelles. Ils sont aggravés dans une période de perte de lien et on le sait d'une manière générale, en contexte normal. Okay. Donc, ça me semble, voilà, ça reste important de le souligner je crois que la période de confinement nous a renvoyé aussi à notre responsabilité humaine les uns vis-à-vis des autres en termes de liens. Je crois que ça, c'est une question qui est pour nous centrale et que chacun pour sa part, voilà, auquel chacun pour sa part doit pouvoir contribuer, même si dans certains cas, certains, peut-être pour une question de droit, doivent s'abstenir, enfin, dans le respect du droit, mais il y a une responsabilité plus large et collective qui fait qu'on peut mettre en place des moyens, sinon de contournement, en tout cas relais, je dirais, des dispositifs qui permettent, un dispositif d'écoute permet de continuer justement à maintenir ou à renvoyer vers un lien que la personne peut elle-même ressolliciter parce qu'elle a fait appel à un tiers. Et on a eu plusieurs fois cette situation dans nos dispositifs d'écoute de personnes qui étaient un peu perdues, qui n'avaient plus de repères, qui n'avaient plus de liens
et qu'on a renvoyé vers un médecin du travail, vers un interlocuteur de l'entreprise, vers un manager, et les choses se sont remédiées. Je pense qu'il faut aussi voir qu'il peut y avoir une perte, une interruption, un peu comme on a sur nos dispositifs là de réseaux sociaux. Parfois, on a des coupures, mais les choses peuvent reprendre. Et je pense que la question que tu poses est dans cette, le sujet que tu poses se met sur ce sujet-là. Entendu. Il y a un point, vous avez identifié 2 phases. Si tu peux nous les préciser, parce que c'est important, je pense qu'il y a le période de confinement jusqu'à maintenant, les 2 phases que vous voyez et celle où on est toujours et qui prépare la suite. Absolument. Je dirais qu'est-ce qu'on pourrait décrire un peu comme, même si ça paraît un grand concept, mais le syndrome mental de confinement. On a bien vu que dans une première phase, pendant 15 jours, 3 semaines, les personnes se sont extrêmement mobilisées à titre personnel, au titre des organisations, pour mettre en place du télétravail, pour savoir en quoi le chômage partiel allait préserver certaines organisations pour assurer une pérennité économique, pour savoir comment on allait s'organiser pour maintenir en télétravail une activité qui pouvait l'être, comment on allait s'organiser sur site. Voilà. Une période très forte, je dirais presque de surmobilisation qui a amené les uns et les autres à s'organiser. Alors, un peu comme quand on rencontre une période, un stress aigu, la première phase, c'est on s'alarme et on s'organise. Et la deuxième phase, ça a été une phase d'adaptation, de résistance. Alors, peut-être une organisation sur un mode dégradé dans un certain côté, en tout cas, des routines qui se mettent en place, des routines digitales, des routines hautes, un peu plus de liens, des reprises de contact, une continuité d'activités qui s'organisent, des nouvelles solidarités aussi, il faut le dire. Des personnes pouvaient dire, on a repris du lien, on a créé de nouvelles capacités pour se voir, il y a des webinaires, il y a d'autres solutions, des Zoom, des Teams, tout le monde sait, mais ça a contribué à ce que les choses s'organisent et s'installent dans le temps, avec une certaine anticipation de durée. Or, ce qui arrive dans la période que tu soulignes, Rodolphe, et maintenant, c'est que c'est à la fois une certaine durée anticipée et une durée plus longue et qui se prolonge. Donc, il va falloir tenir dans le temps, puis s'organiser pour la suite dans des dispositions, malgré tout compliquées, contraignantes, nouvelles, pas un retour comme antérieurement, et qui là vont mettre à l'épreuve les organisations, les organismes sur la question de tenir dans le temps et de, je dirais, s'adapter pour la suite, envisager l'avenir, même s'il a beaucoup de contraintes sur la période de l'été, sur la période de congé, sur l'incertitude, voilà. Et c'est cette phase-là qui dure et sur laquelle il faut être vigilant, et sur les questions des seuils de résistance, c'est là aussi où on va pouvoir, je dirais, mesurer comment le lien a tenu dans la période de confinement, ou qu'est-ce qui a été fragilisé et à quoi il faut être attentif, alors que je dirais les personnes communiquent certaines choses, mais vous en faites tous l'expérience en tant que représentants syndicaux. On communique des choses, mais pas forcément à tout le monde, mais pas forcément tout, mais pas forcément avec l'envie de le dire, avec des sentiments de culpabilité, parce qu'on a été malade, on n'est pas très bien, avec des sentiments d'injustice, tout le monde n'a pas été traité de la même manière, il y en a qui étaient peut-être en arrêt, il y en a qui étaient peut-être en télétravail, il y en a qui avaient des enfants, mais il y en a qui étaient seuls. Difficile, une possible mise à l'épreuve de la cohésion, avec des vécus de colère aussi, l'impression parfois d'avoir dû continuer à travailler sur site, même s'il y avait des dispositifs de protection, une très forte angoisse, sentiment de ne pas être protégé, à tort ou à raison, mais c'est quand même cette anxiété un peu généralisée qui vient aussi altérer parfois le lien et les communications entre tous. D'où la vigilance autour de laquelle on échange aujourd'hui. Merci Aude de ton témoignage global sur la situation. Merci beaucoup. Et il n'y a pas de problème pour que tu réinterviennes dans le cadre des questions et des interactions. Oui, Arnaud ? Oui, Rodolphe, alors justement, il y a déjà eu une question qui a été posée dans le fil. Alors, je tiens déjà à remercier parce qu'on a des participants, qui sont très très actifs sur le chat. Donc, il y a beaucoup de remarques très intéressantes qui sont indiquées sur le chat. Mais on a eu à ce stade plusieurs questions pour Aude. Donc la première, c'était celle de Nordine qui nous demandait si nous avions des retours sur le moral des salariés en activité partielle. Donc il y a une partie de la réponse qui a été apportée, mais notamment savoir s'il y avait des études aujourd'hui qui étaient menées à plus ou moins grande échelle sur cette question-là.
et beaucoup aussi de remarques dans le chat sur la justesse des propos concernant l'isolement que crée aujourd'hui le chômage partiel pour notamment ceux qui sont en cessation d'activité totale. Donc, Aude, peut-être sur la partie études. Alors, oui, je n'ai pas à ma connaissance d'études. Ceci dit, c'est un vrai sujet et c'est une préoccupation parce qu'il y a ces personnes-là portent une anxiété par rapport à l'avenir, déjà une question d'impact économique et d'anxiété de projection qui est extrêmement fort. Donc c'est vrai que ce sont des personnes, voilà, j'ai pas là directement une étude particulière, mais je pourrais dans la suite voilà me renseigner. Peut-être d'autres sont mieux renseignés que moi là-dessus, mais je pense que ça figure parmi les cibles prioritaires en termes de vigilance, des personnes très exposées, des personnes anxieuses qu'on a pu avoir en contact, qui font un effort, justement, comme on l'a dit dans la période de mobilisation, qui ont bien compris l'effort demandé, mais qui s'inquiètent sur leur capacité de tenir après et sur ce qui va se passer après. Or, on voit bien avec toutes les annonces économiques, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir tenir, qu'est-ce qui va pouvoir être tenu et combien de temps. Donc, je crois que c'est clairement une préoccupation que même sans études, je peux dire comme prioritaire pour les personnes. Ça fait le lien avant de laisser la parole aux autres et Rodolphe fasse lui-même le lien avec une dernière question. Donc, en fait, Aude, tu viens de répondre à une question qui a été posée, peut-être sans le savoir, puisque la question posée par Bernard Alain sur on va certainement passer d'une période de confinement total à un mode qui va perdurer en semi-confinement. Comment appréhender ce mode dans le temps? Je crois que c'est effectivement l'enjeu auquel tous les acteurs sociaux dans les entreprises sont confrontés. S'y réfléchir à l'après qui ne sera pas forcément un retour à la normale comme le temps qu'on a pu connaître précédemment. Je crois que les organisations vont être, on le voit déjà et on l'entend, effectivement, semi-confinement, maintien d'un grand nombre de dispositions en télétravail, ça veut dire changement d'organisation, ça veut dire plusieurs régimes, parfois pour des personnes qui ont le même métier. Certains se retrouvent à devoir garder encore leurs enfants parce que l'école va pas ouvrir, à pouvoir continuer en télétravail, mais d'autres peuvent pas. Donc, on va se retrouver avec une hétérogénéité de situation qui est nouvelle d'une manière particulière. Donc, effectivement, le semi-confinement, c'est des changements dans l'organisation du travail. C'est parfois un allègement des temps de transport, mais c'est parfois un effacement de la limite privée professionnelle avec une prise en compte dans l'espace de travail de dimensions très nouvelles. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un grand chantier qui s'ouvre, pour les organisations, pour les représentants du personnel, pour les managers, pour les responsables. Je dirais qu'il y a une forte densité de problématiques qui vont se poser à la fois personnelles et organisationnelles. Merci Aude. Je passe la parole à Bernard Vigourous. Donc, tu es donc le délégué syndical central de FO Leroy Merlin. Oui. Et simplement pour te lancer, vous avez, vous, Leroy Merlin, vous en êtes à votre 4e Facebook Live. Vous avez étraîné ça avec vous attendiez pas un tel succès et dans quelle mesure ça répond clairement à un besoin. Et si tu peux nous expliquer un peu d'où ça vient et l'expérience que tu en retires et ce que ça va amener pour la suite. D'où ça vient? Ça vient du confinement en fait en lui-même, parce que il y a une rupture du lien en fait social qui s'est opérée assez rapidement et assez brutalement, on va dire. Donc nous avions quand même des groupes WhatsApp, mais on va dire que c'était plutôt interne à notre organisation. Par contre, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie demande. Je pense que mes collègues d'autres OS ont été extrêmement sollicités dès le début du confinement. Au niveau personnel, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Donc, pour répondre, alors en fait, on nous appelait pour répondre à soit des inquiétudes, soit simplement un questionnement par rapport à quelle est la situation, comment ça se passe, est-ce que je vais travailler demain ou pas. Donc il y avait cette double ce double enjeu, c'est pouvoir répondre aux interrogations et ensuite pouvoir continuer à avoir un lien avec ces personnes.
Il a été décidé. Alors quand je dis il, c'est pas de mon fait personnel, parce que c'était pas quelque chose sur lequel j'étais forcément à l'aise, notamment au niveau des technologies qui s'y réfèrent, de faire des interventions en live ouvertes à tous pour pouvoir déjà avoir un lien. Parce que même si c'est par écran interposé, c'est une personne qui nous parle, c'est une personne qui bouge, c'est une personne qui s'exprime, et pour pouvoir justement amener le maximum d'informations. Pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Aude tout à l'heure, je pense que cette période de confinement, effectivement, c'est un miroir grossissant de tout ce qui se passait dans l'entreprise avant. C'est-à-dire qu'il y avait un lien avec l'entreprise qui était soit, on va dire, conditionné comme étant un lien familial. Donc, dès que ce lien n'existe plus, il y a une certaine solitude qui se met en place brutalement. On voit avec tous c'est pas systématique, et heureusement qu'il y a beaucoup de cas de détresse en fait psychologique, ne serait-ce qu'après un départ à la retraite, parce que on a l'impression que notre vie s'arrête parce qu'on n'a plus de travail. Donc il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi de personnes qui sont dans des situations qui sont pas forcément faciles à vivre, notamment le 20 mètres carrés avec 3 personnes à l'intérieur et qui sont enfermées pendant des mois, pendant un mois, au moins un mois ou un mois et demi. Donc, l'idée de ces lives, c'était de faire un lien en fait avec eux et de leur apporter une information. Donc, soit une information vis-à-vis de ce qui pouvait se passer au niveau des mesures gouvernementales qui ont été faites, de ce qui se passe au niveau de l'entreprise, parce que là aussi, il y a une ambiguïté entre le non-rapport du fait de la suspension du contrat de travail et en même temps le besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, comment mon entreprise va réagir. Nous, ce qu'il faut savoir chez Leroy Merlin, c'est qu'on a opté pour la fermeture des magasins malgré la possibilité d'ouvrir. Donc, ça s'est fait en plusieurs étapes. Là, actuellement, on est en ouverture quasiment pour le 11 mai, en mode dégradé, on va dire, mais en ouverture des magasins au public. Donc, ça s'est fait par paliers successifs. Ces paliers successifs, ils nécessitent des phases d'expérimentation, des phases de réglage. Et la difficulté des salariés, c'était de dire, mon employeur n'a pas le droit de... Mince. Par contre, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un double contact qui se fait. Le premier, c'est de se dire, est-ce que je suis harcelé par mon employeur pendant mon chômage partiel? Le deuxième, c'est est-ce que j'ai besoin d'une information de mon employeur pendant cette période d'activité-là? Le but de ces lives était de faire le lien entre les deux pour déjà avoir un lien social avec les personnes et pour pouvoir maintenir un niveau, on va dire, d'information soit de l'information pure, soit de recadrage et de précision par rapport à ce qui se passe, et ça de manière tout à fait volontaire, parce que du fait de ces lives-là qui étaient programmés, mais qui sont aussi possiblement revisibles en replay, donc si je veux l'information, je vais la chercher. Voilà. Excuse-moi, c'est vraiment le but de départ, de maintenir ce lien. Je me permets d'intervenir là-dessus. A priori, vous êtes dans une entreprise, on verra que c'est différent, par exemple, avec Nexter. Vous êtes dans une entreprise où la direction communique peu, par ailleurs. Et donc, tu me disais, quand on avait préparé l'entretien, tu me disais, quelque part, je faisais le boulot, on a fait le boulot de la RH, quelque part, avec une information qui n'est pas forcément syndicale. C'est avant tout, comme tu l'as dit, c'est avant tout de répondre aux questions et de l'information que vous avez dispensée. Oui, tout à fait. C'est on va dire, très culturel dans notre entreprise. Il y a un besoin de secret qui est assez incompréhensible parce que c'est sur des informations en fait qui sont tout à fait normales vu qu'elles sont issues soit d'accords, soit de réglementation. Mais on a mais je pense que mes collègues sont un peu dans le même cas, c'est qu'on pendant ces périodes-là, et alors, c'est grossi par le confinement, mais pendant ces périodes-là, mais avant et certainement après, on a évidemment énormément de casquettes qui s'empilent les unes sur les autres, c'est-à-dire qu'on a à la fois une action syndicale, mais on a aussi une action d'assistant social, de papa, d'informateur, simplement de relais d'information, parce que il y a un manque à ce niveau-là. Alors, ça peut être un manque, on va dire, structurel parce que l'entreprise décide de peu communiquer. Ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à cet effet miroir grossissant, des personnes qui n'ont pas forcément ce besoin d'information, mais qui spontanément en ont besoin parce que
brutalement, il s'est passé quelque chose de super important. Enfin, le pays s'est arrêté, hein, soyons clairs. Personne n'a connu ça dans sa vie. Donc, il y a à ce moment-là une soif d'information. Et notre démarche a été de relayer en fait cette soif d'information et d'essayer d'y répondre. Ça a été vraiment le premier but. Et en retour, en fait, on va dire, de ces lives, on a autant de messages de soutien qui sont, on va dire, professionnels que humains. C'est merci, c'est sympa de te voir. Ou alors, c'est bien, j'avais pas cette information-là. Donc, c'est assez disparate, en fait, les réactions. Mais on s'aperçoit qu'en fait, ça exacerbe complètement le rôle qu'on a au quotidien avant et qu'on aura après, évidemment. Et je rappelle, vos lives, vous avez atteint ces 200 connexions simultanées, 200 personnes en simultané sur le live, 450 questions, réponses. Ça mouline pendant 1 heure. Hein. Ah, ça mouline, oui, mais c'est en même temps, voilà. On essaye en fait d'avoir un thème. Alors les thèmes actuellement, ils sont évidemment pas imposés, mais pas loin. Il y a un CSE central, il y a une déclaration du gouvernement. Donc c'est des points de départ de ces lives pendant lesquels on va expliquer et ensuite on va répondre aux questions. Alors, pour le moment, le seul à intervenir sur ces lives-là, mais il est évident que je ne suis pas seul pour les organiser, pour faire en sorte qu'ils soient vivants. J'ai des collègues qui m'aident beaucoup et qui font un petit peu comme Arnaud, c'est-à-dire qu'ils vont faire un petit peu le backup avec toutes les questions, les ordonner, attendre qu'il y ait l'intervention soit, on va dire, pas terminée, mais pas loin, pour aller après ensuite sur un jeu de questions-réponses. Et donc, qui en plus, ce que je ne sais pas faire du tout, maîtrise parfaitement les technologies qui permettent ça. Donc, c'est l'important d'avoir un collectif, c'est-à-dire que derrière toi, tu as les petits jeunes qui te poussent et qui permettent que tout ça fonctionne aussi. Alors, oui, c'est pas important, c'est indispensable. Et je précise, parce qu'il y en a un qui m'écoute en ce moment, j'ai vu qu'il était inscrit, ce ne sont pas que des petits jeunes. Mais ce sont des gens qui sont beaucoup plus aguerris à ce genre de technologie que moi. Ok. Alors, l'expérience que vous avez là, les 4 lives que vous avez fait, ça augure a priori, vous ne comptez pas vous arrêter. C'est une expérience qui c'est une bonne surprise, comme tu me disais, et oui. Vous comptez perdurer quand bien même après quand les choses, quand la donne sera différente dans quelques mois, vous allez continuer à perdurer ces lives. Avec quel format vous avez en tête ? Alors oui, évidemment, parce que c'est une expérience qui a montré et qui a eu un excellent retour. Donc évidemment, on va continuer ce genre de présentation. Alors elles seront pas forcément dans le même format que maintenant. D'abord parce qu'elles seront moins dans l'urgence, donc on va pouvoir préparer un petit peu avec une thématique pour chacun. On va pouvoir aussi faire intervenir des gens qui ont un niveau de compétence dans un certain domaine sur ces lives-là. Mais oui, évidemment, ce sont des technologies en fait qui sont à notre disposition. Ce sont des technologies qui marchent. On voit le succès phénoménal des apéros WhatsApp ou des apéros Skype. Ça compte aussi parce que c'est un lien quand même, malgré tout. Et c'est quelque chose qui est extrêmement naturel pour beaucoup de personnes. Donc, le continuer, c'est-à-dire se donner un rendez-vous sur un thème, évidemment, si l'actualité le nécessite, il y aura des interventions, on va dire, plus spontanées, mais se donner rendez-vous sur un thème, sachant qu'on peut soit y participer, soit y revenir dessus, soit ensuite, par derrière, poser des questions complémentaires, ça nous paraît complètement indispensable, oui, tout à fait. Entendu. Merci de ton écho. Je ne sais, alors moi je gère. Je ne sais pas s'il y a des. Rodolphe, je me permets vraiment de confirmer, c'est la première chose que demandent les personnes en difficulté sur les dispositifs d'écoute, c'est effectivement la question de l'information et de la communication. Hein, c'est un des premiers motifs qui revient comme étant voilà, le vecteur de fragilisation, au-delà ensuite de tout ce qui peut être plus compliqué au niveau personnel. Donc je pense que cette première action, elle est vraiment essentielle, de maintenir l'information
et la communication, c'est le premier vecteur du lien. Et effectivement, il ne faut pas le mélanger avec d'autres aspects. Voilà, et ça reste un contenu qui est très important. Oui, j'ai une question pour Bernard. Bon, il a déjà commencé à y répondre, mais je pense que ça révèle aussi une question peut-être plus générale sur la question de la moyenne d'âge chez Leroy Merlin, qui permet peut-être de favoriser l'utilisation d'un Facebook Live plutôt que d'autres outils. Donc je crois que tu as en fait en partie répondu, mais ça pose certainement aussi d'autres questions que j'ai vues à la fois dans le chat et dans les questions sur la question de la rupture technologique, en tout cas de l'inégalité des salariés face à l'utilisation des nouvelles technologies, particulièrement sur certaines catégories d'emploi où les salariés sont finalement assez peu habitués à utiliser ces technologies-là dans un contexte professionnel. Oui, alors je vais y répondre. Moi j'ai 54 ans, hein, donc on m'appelle souvent le dinosaure parce que j'ai mis extrêmement longtemps à avoir un téléphone portable. Donc j'étais pas du tout dans ce système de communication-là. Maintenant, il y a effectivement une rupture technologique dans certains cas. On voit ça avec le choix d'élèves dans les ouvertures d'école, hein, qui va arriver prochainement. Elle est cependant relativement minime parce que il n'y a pas forcément à créer quelque chose, il n'y a pas forcément à mettre en place quelque chose. Ça, c'est nous qui le faisons, et ensuite il y a juste à aller le chercher. J'ai été assez surpris, moi personnellement, alors parce que j'étais pas du tout dans ces réseaux-là, en fait, on va dire, que au moment où nous avons créé la page Facebook Leroy Merlin, FO Leroy Merlin, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient sur Facebook. Alors moi, j'étais pas trop dans ce monde-là. Donc j'ai un peu découvert que beaucoup de gens que je connaissais étaient évidemment sur Facebook, que du coup on fait des invitations, on fait voilà, c'est quasiment. Alors je veux pas être méprisant du tout, hein, pour les gens qui le maîtrisent pas, mais ce que je veux dire, c'est que je suis assez surpris par l'énorme quantité de personnes qui ont à leur disposition, ne serait-ce qu'un téléphone portable, sur lequel ils vont regarder des films, des séries, sur lequel ils vont envoyer des messages de toute nature que ce soit, sur des réseaux sociaux, sur des sites. Et donc, ça veut dire qu'ils ont quand même beaucoup, pour la plupart d'entre eux, la possibilité d'aller chercher cette information. Le seul problème qu'on avait, c'était pas forcément que les gens n'arrivent pas à aller sur ce genre de réseau. Le seul problème qu'on avait, nous, avant, c'est qu'avant, on ne le faisait pas. Chose maintenant que l'on a corrigé. Ah oui, ce qui est intéressant, je me permets d'intervenir là-dessus, c'est moi j'ai discuté, je ne citerai pas l'organisation syndicale et l'entreprise, mais qui font par exemple des vidéos sur YouTube en différé. Et je leur racontais, je leur rapportais ce que vous faisiez. Et ils me disaient, ouais, c'est super ce que fait Leroy Merlin, mais ça sous-entend de s'exposer, il y a une part de risque quelque part. Parce qu'on est en live, il y a des questions qui peuvent tomber, enfin, il peut y avoir des dérapages. Enfin, bon, bref, c'est quelque part, on s'expose quelque part en faisant ça. On ne maîtrise pas de A jusqu'à Z le format. Et c'est soit un risque et c'est aussi une opportunité qui, a priori, qui est gagnante pour vous, quoi. Mais tout le monde n'est pas enclin à vouloir y aller, à s'exposer à le faire. Oui, c'est vrai, mais il y a la notion de risque, on va dire qu'elle est, je ne veux pas dire qu'elle est permanente. Il y a se donner une mission par rapport à un mandat de représentation du personnel, c'est s'exposer déjà d'une manière générale, même si effectivement on peut considérer que le côté salarié protégé encadre en fait un petit peu la chose, mais ne serait-ce que humainement et psychologiquement, c'est s'exposer, c'est se mettre à disposition. Donc ça fait partie, pour moi personnellement, hein, ça fait partie du job, on va dire. C'est et en plus de cela, le fait de donner ces lives-là, moi j'en ai vu d'autres, notamment mon collègue de la CGT à Castorama. On est sur quelque chose qui est quand même on n'est pas sur un JT. Les gens ils veulent pas avoir un JT, ils veulent avoir quelqu'un. Bon, moi les gars, je vous connais. Je vais vous dire ce que je sais. Ce que je sais pas, je vais pas l'inventer.
Par contre, ce que je sais, vous devez le savoir. Et ce qui est gênant, c'est que ce que je sais, vous ne le savez pas, alors que c'est quelque chose. C'est pas du secret, c'est pas du secret de fabrication, c'est simplement des dispositions que vous allez subir parce que l'entreprise l'a décidé, parce que l'État l'a décidé. Donc, je vous mets au courant. Et c'est ce côté-là, en fait, qui est spontané, même s'il n'est pas forcément travaillé, parce qu'il n'y a pas de montage, parce qu'il n'y a pas de préparation de texte, parce qu'au bout d'un moment, ben, on répond aux questions au fil de l'eau. Je pense que ça amène, en fait, une dimension, on va dire, simplement humaine, je trouve, qui est quand même très intéressante et qui est très appréciée. Yes. Parfait. C'est bon, Arnaud, merci à toi. Merci à vous. Merci à toi. Puis de toute façon, on aura l'occasion de revenir. Pour Bernard, mais je pense qu'atteindre des questions ensemble des intervenants, donc j'essaie de les garder pour plus tard et on essaiera de se les dispatcher à la fin. Parfait pour l'animer. Parfait. Je passe la parole à Daniel Coutaudier. Donc, Daniel, donc, tu es le délégué syndical central CFDT donc, de Nexter et tu es principalement sur le site de Rouen, 1200 salariés. Alors, toi, la différence vous ne faites pas de live, à la différence de Bernard à Leroy Merlin, mais vous avez toute une autre approche, mais on est toujours sur ce fond de sauce du lien. Et si je te laisse partir sur le côté, dans quelle mesure, pour la faire courte, la CFDT est archi-majoritaire, vous faites 54% des voix, donc vous avez une position, on va dire, confortable chez Nexter. Mais au-delà de ça, et ce n'était pas forcément évident d'avoir les deux, c'est bien d'avoir les deux, vous êtes en première place, mais vous avez également un véritable collectif sur lequel vous avez pu vous appuyer dès lors qu'on est rentré en période de confinement. Et si tu peux nous expliquer un peu cette logique de maillage que vous avez avec l'ensemble des élus, ou non élus d'ailleurs, ce qui est intéressant à t'entendre, pour pouvoir toucher les salariés et faire remonter l'information. À toi. Alors, ça vient de l'histoire de l'entreprise aussi, parce que Nexter, anciennement GIAT Industrie, est issu des arsenaux, donc avec des entreprises publiques à l'origine. Hein. On est passé de droit privé dans les années 90, où là, on avait de très nombreux salariés qui faisaient partie des organisations syndicales diverses. Hein. À l'époque, on avait 5 organisations syndicales, et où effectivement, il y avait des réseaux militants assez forts. Et pour ce qui nous concerne, donc à la CFDT, ce réseau militant, il est étoffé, alors tu l'as dit, par les élus. Alors les élus du CSE, évidemment, et CFDT, aussi bien titulaires que suppléants, et également par un certain nombre de salariés qui nous donnent la main dans la distribution des informations. Ce sont des adhérents, généralement, des gens qui peuvent participer à des conseils syndicaux aussi, bien qu'ils ne soient pas élus. Là, on les fait en dehors du temps de travail, évidemment, puisqu'ils n'ont pas d'heure de délégation pour y participer. Donc, ça consiste en fait à avoir au moins une personne, souvent deux, parce que c'est quand même plus pratique pour assurer la permanence toute l'année. Donc, une ou deux personnes par service, de façon à porter l'information. Nous, on travaille beaucoup sur l'information écrite. On sort à peu près un tract ou deux par semaine. Donc, ce qui fait quand même une grosse publication annuelle, on va dire. On a réduit quand même à des formats recto verso parce que pendant une époque, on faisait quand même pas mal de 4 pages. C'est un peu long souvent et les salariés nous le disent, mais là n'est pas les questions. Plus sur le réseau, donc la participation des militants sur le secteur, ce qui fait qu'avec un maillage par service, on touche tous les salariés. Parce qu'on a quand même une configuration, une typologie de salariés qui est très différente, puisqu'on va des études aux méthodes, aux productions et même jusqu'à de la logistique. Donc, on a vraiment des gens de tout niveau professionnel, donc qui n'ont pas forcément d'ailleurs accès à des PC, à des boîtes mail. Je parle de boîte mail au travail, hein, j'entends. Donc, effectivement, ça demande d'avoir de la presse écrite. Mais aussi, les salariés ont également la possibilité de s'inscrire via notre site Internet à une newsletter. Donc, ça, c'est ouvert à tous les salariés. Hein, on n'a pas besoin d'être adhérent.
Donc, ce qui nous a permis, pendant cette période-là, du fait que les gens s'étaient inscrits très nombreux sur notre site auparavant, de continuer, de faire perdurer la communication de l'information pendant toute la période qui a démarré mi-mars, pour ce qui nous concerne, enfin tout le monde, mais avec une période d'interruption assez courte pour certains et par contre très longue pour d'autres, suivant les différents secteurs où ils se trouvaient. Mais ce qui est important, c'est important, ce réseau d'une vingtaine, a priori c'est une vingtaine, vous les appelez une vingtaine de salariés, oui, ou d'élus qui effectivement couvrent l'ensemble du site. Ouais. Et je dirais, bon, ça c'est le site de Rouen, mais Nexter, on a 10 sites en France et on a le même fonctionnement dans l'ensemble des sites, de façon à avoir un maillage complet sur tout le périmètre de l'entreprise, quoi. Ouais, parce que je me rappelle, c'était avant le confinement, on avait discuté ensemble et j'en avais fait quelque chose sur Miroir. Vous avez une stratégie. Alors, effectivement, vous êtes une entreprise militaire. Hein. Alors, vous avez une stratégie assez militaire de distribution de tracts avec un maillage. Personne ne peut passer à travers. Et ça vous sert. Oui, ben, c'est le but, c'est de donner de l'information à tout le monde, que tout le monde y ait accès. Hein. Après, bien sûr, prennent les tracts qu'ils veulent, évidemment. Bon, généralement, les gens les prennent, hein, lisent des informations, et puis après, ils sont maîtres de leur jugement, ça, bien évidemment. D'ailleurs, d'autres organisations le font assez bien, la CGT notamment, hein, distribue des tracts comme nous le faisons, avec un maillage sensiblement le même, hein. Faut le reconnaître. Bon, une CGC qui est présente chez nous, mais qui a un maillage beaucoup moins fort, mais qui procède beaucoup plus par Internet. Bon, après leur population est plus ciblée sur des gens qui ont accès à des boîtes mail, évidemment. Moi, je pense que c'était important et dans la période, ça nous a permis de communiquer toutes les avancées qui ont pu avoir lieu pendant la période du Covid, notamment toutes les informations qu'on a pu échanger, parce que je dirais que, entre guillemets, on a la chance d'avoir une direction qui a très bien compris que l'enjeu, c'était de partager avec les organisations syndicales et les élus, de façon à mettre en place des mesures qui soient acceptées par les salariés. Parce que ça, c'est important dans la période que nous vivons, c'est que si les mesures qu'on met en place ne sont pas acceptées, bah, elles sont rejetées. Et ça devient problématique ensuite pour travailler, pour faire comprendre aux uns que ben, c'est respecter les règles, c'est assurer leur santé, c'est assurer la santé des autres. Et ça, bon, heureusement, je dirais qu'on n'a pas eu ce problème-là. Et de fait, on a pu s'organiser. Bon, faut savoir quand même qu'on avait des réunions tous les jours avec une direction centrale pour justement mettre en place les systèmes, les mesures barrières. On a eu un accord qui a été mis en place également avec bon, qui a fait suite à une petite dizaine de réunions, soit communes avec tout l'ensemble des organisations syndicales, soit en bilatéral, peu importe. Mais ça nous a permis aussi de faire avancer les choses et de communiquer aux salariés au jour le jour, puisqu'on sortait soit une circulaire qu'on faisait passer sur notre newsletter, soit on faisait passer des tracts à notre direction qui, de manière exceptionnelle, nous a accepté de passer les tracts par les boîtes de Nexter. Alors, pour ceux qui y avaient accès, bon, les autres ont eu principalement accès par la newsletter. De cette façon, on a touché un grand nombre de salariés. Évidemment, il y en a quelques-uns qui passent à travers les mailles du filet. Reste toujours la possibilité du téléphone. Et puis, heureusement, alors on parlait du lien social dans l'entreprise. Heureusement, le lien social, il perdure parce que ben, on est dans un groupe, un collectif au travail et souvent ben, on a les numéros de téléphone des collègues d'à côté et donc ça permet de maintenir un petit peu les informations, de se les donner. Ce qui fait que du coup nos numéros de téléphone sont connus et on est pas mal sollicités. Mais bon, c'est le jeu, hein, on est là pour ça et de cette façon on arrive à toucher une grande majorité des salariés.
Alors, il y a un point qui est intéressant par ailleurs dans l'expérience Nexter, c'est, tu l'as parlé, vous avez tous une stratégie de maillage de proximité avec des réseaux militants assez forts. Et ce qui est intéressant, c'est, tu l'as souligné, à la différence de Laurent Merlin, vous avez accès à plus d'informations, a priori, et la direction est bien consciente de l'intérêt aussi de capter toutes les informations qui vont remonter par votre biais. Et, si tu peux développer sur le fait que vous avez fait une logique dans le cadre des négos en cours, notamment sur la reprise, de mettre dans un pot commun les informations qui revenaient via la CFDT, les informations qui revenaient de la CGT, et de ne pas faire, de jouer le bon sens et l'intelligence collective, de dire on va mettre dans un pot commun ce qui remonte des salariés pour négocier au mieux avec la direction. Ouais. Oui. C'est vrai que sur les questions de santé, très souvent, je dirais, il y a pas de guerre syndicale sur des affaires de santé. L'intérêt, il est commun et très souvent, on trouve des accords entre nous, entre élus, sur comment porter une revendication avec les élus des autres organisations syndicales. Elles sont portées ou par la CFTT ou par la CGT ou par la CGC, peu importe. Je dirais, c'est pas forcément l'organisation majoritaire qui sera le porte-parole. Tout dépend d'ailleurs dans quel secteur ça se pose. Bon, pour la question du Covid, ça nous est revenu, mais ça va tout à fait passer par un autre. L'intérêt, c'était de pouvoir porter des revendications communes, donc forcément avec plus de poids vis-à-vis d'une direction. Et quand il s'agit de traiter des questions dans un accord qui traite quand même des mesures d'accompagnement des salariés qui sont en dispense d'activité, qui peuvent avoir eu des périodes de sous-activité. Donc là, on touche forcément à des mesures de salaire, à des mesures qui concernent le retour en entreprise et les conditions de ce retour. Donc là, on a tout intérêt effectivement à avoir des mesures qui sont portées en commun. C'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, ça nous a permis de porter des revendications jusqu'au bout et d'arriver à un accord qui a été signé unanimement tout dernièrement auprès de l'entreprise. Entendu. Merci à toi. Arnaud. Oui, alors, il y a effectivement beaucoup de questions. Alors, j'ai essayé, ce qui n'était pas vraiment prévu au départ, qui étaient posées dans le fil des questions. J'ai aperçu qu'il y en avait aussi qui étaient posées dans le chat. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai des intervenants qui sont proactifs et donc ils s'emploient aussi à y répondre de leur côté. Donc, pas plus de questions à ce stade, sachant que c'est souvent des questions un peu généralistes, donc qui s'adressent d'une certaine façon à l'ensemble des intervenants. Donc, comme ils y répondent dans leurs interventions, on verra à la fin s'il y a matière à en récupérer quelques-unes auxquelles vous n'auriez pas répondu dans vos interventions. Oui, je voudrais simplement rajouter peut-être que pour faire un peu le lien avec ce qu'a dit Bernard, c'est vrai qu'on a souvent face à nous des directions qui sont un petit peu, je dirais, prises en défaut sur la communication. Elles sont souvent, elles veulent être très prudentes sur les informations qu'elles peuvent donner, donc du coup, elles tardent. Et ça manque beaucoup, et c'est ce que les reprochent les salariés très souvent. Et ce qui nous vaut d'ailleurs, et tant mieux, ce qui nous vaut d'avoir souvent la remarque de la part des hiérarchiques en nous disant que les informations, ils les ont plus rapidement par les organisations syndicales que par directement le lien hiérarchique et par la direction. Donc c'est le côté positif, je dirais, de ces affaires-là. Justement, il y a une question qui est arrivée entre-temps que je n'avais pas vue et qui s'adresse à Daniel. Donc, c'est un Daniel qui s'adresse à Daniel. L'exemple de Nexter serait un exemple. Le fait d'être une entreprise d'État, ou en tout cas une entreprise publique, change-t-elle la donne? L'histoire sociale est aussi un élément déterminant. C'est une question. Est-elle, donc l'histoire sociale, un élément déterminant dans les réponses que l'on peut apporter à la crise dans le contexte actuel? Oui, mais je pense que alors même si les responsables de l'entreprise ne sont plus du tout les mêmes, évidemment, ils ont tous changé. On a des rotations de dirigeants de société, comme dans beaucoup de grandes entreprises. N'empêche qu'il y a un historique et effectivement le fait qu'on ait été entreprise d'État, mais aussi qu'on ait été une entreprise qui a subi 15 ans de plans sociaux, donc avec des négociations permanentes
des négociations d'accords d'entreprise. Moi, je suis délégué central depuis 2010. Je vais vous dire, je suis en négociation toute l'année depuis 2010. Donc, c'est permanent, mais c'est un lien social qui s'est construit et qui s'est maintenu aussi, quoi. Je crois que c'est aussi ça qui est important. C'est le maintien du dialogue social. Pas toujours facile parce qu'on est dans des situations des fois compliquées avec des intérêts qui divergent. On essaye d'y trouver ben, des mesures qui conviennent aux uns aux autres. Voilà. Merci Daniel. Je passe la parole à Christine. Attends, mince, qu'est-ce que je fais là? Voilà, Christine, welcome. Donc, Christine Fourage, donc tu es la secrétaire générale de la du syndicat CGT, donc comme je le disais précédemment, de l'enseignement privé, des organismes de formation et des universités catholiques. Voilà. Et donc, toi, tu as, à la différence de Bernard ou de Daniel, tu as une vue plus, on va dire, plus globale. Tu chapeautes un grand nombre de sections dans un secteur d'activité où c'est plutôt des petites entreprises. Et à la différence de ce que disait Daniel, comme quoi la direction de Nexter avait accordé exceptionnellement aux syndicats la possibilité de diffuser leur communication via la messagerie d'entreprise, toi, tu as des exemples d'entreprises où ça se passe autrement et vous avez forcé clairement le syndicat la porte en disant que vous aviez un droit à l'information, à informer les salariés. Et si tu peux nous raconter un peu ça. Alors, pour commencer, bonjour à tous déjà. Je tiens à m'excuser parce que c'est la vie qui prend ses droits. Il y a autour de moi, j'habite à la campagne, des travaux et donc derrière on entend parfois les camions et les travaux. Donc si ça perturbe trop, voilà, c'est les conditions du direct, comme dirait l'autre. Pour présenter pour répondre à ta question, il faut que je présente en fait le SNPEFP-CGT, qui est effectivement le syndicat qui syndique dans la branche des organismes de formation et de l'enseignement privé indépendant, qu'on connaît sous le nom de hors contrat beaucoup, qui est dominé dans les deux branches. C'est dominé à la fois par le fait qu'il y a des très petites entreprises, plus de 80% des établissements sont des petites entreprises, des TPE, par le fait aussi qu'on a des salariés qui sont souvent en situation de précarité, avec des temps partiels, voire des temps très partiels, des relations de travail aussi qui peuvent être de l'auto-entrepreneuriat contraint. Des gens qu'on a contraints pour continuer à travailler, à exercer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, on a un secteur qui est un secteur assez précaire. Et dans ce secteur précaire, grosso modo, ce sont les établissements d'enseignement supérieur et quelques gros opérateurs de la formation qui vont avoir plus de salariés. Autre caractéristique de notre secteur, c'est que ce sont des secteurs extrêmement féminisés, puisque le métier de l'enseignement et de la formation, on a beaucoup de femmes. Et dernière caractéristique il y en a plein d'autres évidemment de ce secteur, en tout cas dans cette période de confinement, c'est que à 80%, les salariés ont télétravaillé, dont 70% seulement du télétravail et puis 11% qui ont fait du télétravail et qui étaient au chômage partiel. Donc, en fait, pour assurer ce qu'on a appelé la continuité pédagogique. Donc, des toutes petites structures et des structures où il est beaucoup plus compliqué, évidemment, que dans des grandes entreprises qui sont sur un site ou plusieurs sites, mais qui rassemblent des nombres conséquents de salariés. C'est beaucoup plus compliqué, effectivement, de maintenir le lien social. Et au rang desquels, dans ces structures, on a une structure un peu plus... D'ailleurs, je salue, j'ai vu les délégués syndicaux du CESI qui sont connectés. Donc, nous avons un gros opérateur qui s'appelle CESI et qui fait de l'enseignement, enfin, qui a la particularité de faire de l'enseignement et de la formation. Il fait les deux, en fait. L'enseignement supérieur et de la formation. Dans cet établissement,
il n'y a pas d'accord sur les moyens syndicaux, sur le dialogue syndical, donc pas possibilité d'envoyer des mails via la messagerie professionnelle à l'ensemble des salariés qui sont sur toute la France, hein, il faut le rappeler, c'est quand même multisite et donc compliqué de maintenir ce lien social. Nos délégués syndicaux ont, dans un premier temps, via la messagerie professionnel, envoyer un mail informatif à l'ensemble des salariés, mais j'ai envie de dire un mail qui mangeait pas de pain, puisque ça rappelait un certain nombre de dispositions prises par l'employeur. Le DRH a un petit peu tiqué, mais bon, compte tenu de la teneur du mail qui semblait aller dans le bon sens, il a passé l'éponge, j'ai envie de dire. Et puis, dans un second temps, nous, les délégués syndicaux, ont choisi d'envoyer un mail un peu plus offensif, un peu plus dénonçant certaines pratiques de pression sur les salariés, en informant la direction qu'ils allaient le faire. La direction s'y est opposée et nous avons passé outre, effectivement, en considérant que le droit à l'information, en l'absence de panneaux syndicaux qui sont accessibles dans cette période de confinement, donc en considérant que les syndicats avaient le droit à l'information puisqu'on ne pouvait pas utiliser la messagerie, qu'on ne pouvait pas utiliser les panneaux syndicaux, le seul moyen était d'utiliser la messagerie. C'est en connaissance de cause que nous avons utilisé ce moyen, on en a beaucoup discuté avec les camarades et ils ont pris leurs responsabilités. Évidemment, j'ai envie de dire... La sanction a été immédiate, pas complètement immédiate, mais enfin, elle n'a pas tardé. Et nos deux délégués syndicaux sont sous le coup d'un avertissement. Alors, ce qui est assez intéressant dans cette affaire, c'est que à la fois la déléguée syndicale qui a envoyé le message, donc c'est la responsabilité, mais aussi l'autre délégué syndical qui n'est pas l'auteur de ce message, ont tous les deux eu un avertissement, donc une sanction collective, sans doute parce qu'on considère qu'il faut sanctionner les deux. Bon, ça pose quelques soucis, on l'a fait remonter auprès de la direction. Je ne sais pas aujourd'hui, parce que j'en ai pas rediscuté, on a demandé à ce que ces avertissements soient annulés, je ne sais pas où on en est, on verra par la suite. De toute façon, c'est une situation d'urgence, l'urgence sociale, elle s'adresse à tous, mesure exceptionnelle, et je pense que là, la CGT au saisie assume ce qu'elle a fait, et d'ailleurs, elle l'assume d'autant plus qu'il s'agissait de faire remonter des situations où il y avait pression sur les salariés pour la prise de congé imposée. Voilà, pour te raconter un petit peu, re-raconter un petit peu cette anecdote. Oui, et la CFDT l'a également fait. La CFDT a également utilisé la liste de diffusion. Oui, bien sûr. Je veux dire, je pense que la CFDT a utilisé la liste de diffusion pour envoyer un message. À ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas eu de sanction envers les délégués syndicaux de la CFDT. Et je ne le souhaite pas et personne ne le souhaite. Je pense que c'est la teneur du second message qui a posé problème. Autrement dit, liberté d'expression, oui, mais pas qu'à son... Ça dérange de trop les directions, quoi. C'est-à-dire que là, il y a effectivement, contrairement à ce qui se passe lorsqu'on affiche sur un panneau syndical, une volonté de la direction de faire un contrôle a priori des communications syndicales, ce qui est prohibé. Et mais bon, le moyen était facile, donc il y a eu un rappel à l'ordre et on verra ce que ça donnera. Genre, ça ne nous perturbe pas plus que ça. Oui, entendu. Merci pour cet éclairage. Un autre point que tu as mis en place, alors c'est au niveau de la fédération. Le ton syndicat appartient à une fédération qui est plus globale, et vous avez mis en place. Alors il y a eu une foultitude de facs qui ont été mis en place par les confs, les différentes confédérations syndicales, etc. Vous en avez mis en place au niveau de la fédération, donc enseignement, recherche, etc. Et l'originalité de cette fac, à la différence d'autres, c'est qu'elle est il faudrait qu'on envoie le lien. Elle est sur un moteur open source qui est vraiment super sympa. C'est vraiment en live, c'est-à-dire que c'est vraiment
des personnes qui posent des questions auxquelles vous répondez avec un système de notation, etc., de pondération sur les réponses, etc. Ça a bien fonctionné et ça vous a permis d'élargir au-delà par rapport, c'est un peu par rapport à ce que disait Bernard, dans quelle mesure ça répond, il y a vraiment une attente de réponse des salariés sur des questionnements, un foisonnement de Alors, questions. tu l'as noté, hein, tu l'as redit, nous ne sommes pas les seuls à avoir mis en place une fac, loin de là. Notre fédération, c'est la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture. Donc, sa caractéristique, c'est de rassembler des syndiqués de la fonction publique et des salariés de droit privé dans l'enseignement, tel que mon syndicat, mais aussi dans l'éducation populaire et dans le sport. D'emblée, ce que nous avons souhaité faire, compte tenu des demandes qui nous remontaient, je souscris à beaucoup de choses que j'ai entendues, c'est en particulier des demandes des salariés les plus précaires qui remontent assez facilement, les plus fragilisés. Et donc, compte tenu des demandes qui remontaient, où je passais mon temps au téléphone, j'ai entendu Bernard le dire, mais c'est ça, effectivement, de 8h du matin à 8h du soir pour remonter, et voir plus tard, pour à la fois rassurer, donner des informations, parce que le côté informatif, mais informatif pour ma situation à moi, et pas l'information générale qu'on peut trouver sur un certain nombre de facs, celle du... Enfin, il y a beaucoup et tous les syndicats se sont emparés de ce média, ce qui est bien normal. Donc, pour répondre à ces questions extrêmement précises sur la situation des salariés, on a décidé de mettre en place cette fac qui est animée par 4-5 camarades de droit privé et de droit public, de l'éducation, de l'université publique, des établissements tels le CNRS et puis effectivement l'enseignement privé et de la formation. Donc on a décidé de mettre en place cette fac qu'on a pensé dès le départ comme étant un outil syndical. C'est-à-dire que certes, nous répondons aux questions qui nous sont posées. Et d'ailleurs, nous avons tellement de succès, et des fois c'est lourd, c'est qu'il y a un certain nombre de salariés qui ne sont pas du tout de nos champs, qui viennent nous poser des questions. Alors bon, quand il s'agit des questions assez classiques qu'on a tous sur les conditions du télétravail, sur garde d'enfants et télétravail, sur chômage partiel, télétravail, garde d'enfants, enfin, qui reviennent extrêmement régulièrement. On y répond, mais parfois, il y a des particularités liées aux conventions collectives qui nous échappent un peu plus. Donc, mais on a fait quand même le choix de répondre à tous, syndiqués, non syndiqués. On ne demande pas le pédigré des gens, absolument pas. Mais par contre, à chaque fois, faire le lien avec l'union départementale, avec l'union locale ou avec le syndicat CGT de la branche dont il est question pour que, par derrière, dès lors qu'il y aurait éventuellement à creuser un peu plus, à accompagner le salarié, à lui apporter des réponses extrêmement précises, eh bien, le maillage territorial et le maillage professionnel prennent le relais, en fait. C'est un peu ça. Je viens de mettre en ligne. Excuse-moi, je viens de mettre un lien dans le chat sur le module de fac. Ça peut inspirer des personnes. Là, c'est open source et je trouve que l'ergonomie du moteur que vous avez utilisé, elle est vraiment plutôt sympa, quoi. Il faut remercier un camarade qui est en charge. Effectivement, hein, on a vis-à-vis de l'outil informatique, il y a des questions de culture, d'âge. Il y en a qui sont tombés de petits dedans, hein, voilà. Et donc c'est Mathias Pérez qui anime tous ces moyens-là, qui est un camarade enseignant donc de CGT Éducation. Ok. Nickel. Pour terminer, tu as lancé aussi, alors là on revient au niveau du syndicat, tu as lancé un questionnaire. Alors là aussi, il y en a eu des tonnes des questionnaires sur le télétravail dans tous les sens, avec et donc tu as lancé un questionnaire. Ce qui est intéressant, donc au-delà de ton questionnaire, si tu peux simplement préciser, tu avais 4 questions ouvertes et la richesse des verbatims. C'est-à-dire, on va revenir sur le fond de sauce de notre discussion depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le lien social, le besoin de s'exprimer, de poser des questions. Et
ce que toi, ton regard sur les verbatims qui remontent de ce questionnaire. Déjà, moi, je voudrais dire que les réponses aux questions ouvertes, elles reprennent largement en fait les analyses qu'Aude a pu faire en début de son intervention. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut vraiment mettre en lien avec les spécificités de cette population de salariés marquée par la féminisation et la précarité. Donc évidemment, les situations de, comment dirais-je, d'inquiétude, d'urgence, de difficulté à finir les fins de mois, elles sont présentes, elles sont extrêmement présentes. Et puis, puisqu'il s'agissait de la continuité pédagogique, la solitude, d'être lâché comme ça dans un grand bain où on n'a pas nécessairement les outils. On n'est pas formé aux outils pour enseigner en ligne. On va dire que c'est une chose de faire une visioconférence, une autre chose que de penser à la manière dont on construit sa séquence pédagogique et comment est-ce que on va réussir cette opération qui est celle de la transmission de savoir, mais pas que, parce que tous les enseignants le disent, tous les formateurs le disent, c'est que en face de soi, on a un écran, mais on sent pas. On ne sent pas les étudiants ou les apprenants. C'est-à-dire qu'il y a toutes les relations du groupe, les relations effectivement entre les interactions, c'est ce que je cherchais, les interactions sociales, elles sont absentes. Et quand on est enseignant, quand on est formateur, on sait très bien que c'est ces interactions sociales qui vont faire la différence entre un cours où tout le monde s'ennuie et un cours qui va être réussi. Donc, c'est des expressions, je le voyais sur le chat, hein, des expressions sur le sens de son travail. Mais à quoi on sert? Est-ce que c'est ça? Est-ce que en étant enseignant de cette manière-là, le travail est préservé? Et le travail est ce qu'on, j'ai envie de dire, les ambitions que l'on a pour transmettre les savoirs, pour accompagner les jeunes, pour faire en sorte qu'ils se réalisent en tant que citoyens. Enfin, il y a toutes ces dimensions qui sont là, donc des situations de souffrance, j'ai envie de dire, éthique, vis-à-vis de ce que représente le travail. Je ne vais pas aller jusqu'à l'aliénation, mais parfois, il y a quand même des choses qui se disent en ces termes-là, quoi. Voilà, grosso modo, ce qui ressort de notre fac. Et puis, une situation particulière. Enfin, si je peux faire une petite extension. Je sais que je suis bavarde, alors tu me coupes quand tu veux, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça va pas tarder, vas-y. Tu as des questions, donc, certainement. Une situation un peu particulière à laquelle on ne s'attendait pas. Dans les écoles d'art, les enseignants, pendant certaines formations, dans le cadre de leur enseignement pratique, travaillent avec des modèles vivants qui posent. Et c'est une situation où les modèles, évidemment, ne peuvent pas être en télétravail, puisqu'il ne s'agit pas d'enregistrer les séances de pause et de les laisser comme ça filer sur… on imagine tous les problèmes éthiques que ça pose quant à la vie privée, de les laisser filer sur le net. Et le fait que… on a eu la préoccupation de tenter, parce que parallèlement aussi, on a parce que je l'ai dit, on a des syndiqués dans plein de petites boîtes. Donc nous, c'est des toutes petites sections, et c'est des syndiqués qui sont extrêmement isolés, sauf les gros opérateurs. Donc on a voulu maintenir le lien en téléphonant aux camarades, parce que pour maintenir le lien avec les salariés, notre point de vue, c'était de dire… on va muscler les syndiqués, on va muscler nos délégués syndicaux, on va faire en sorte qu'ils se sentent réassurés et assurés, qu'ils aient les moyens de répondre à toutes les questions qui nous arrivent à nous et qu'ils aient effectivement les informations, qu'ils puissent échanger avec le syndicat pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une situation qui leur échappe. Et à partir de là, on a quelques syndiqués dans le milieu des modèles vivants qui ont permis d'être le relais auprès de professionnels que nous, on connaît très, très peu et qui vivent effectivement
une extrême précarité. C'est vrai aussi chez nous, pour ceux qu'on appelle entre guillemets les vacataires, tous ces salariés qui travaillent à l'heure et qui aujourd'hui, les entreprises, les établissements peu scrupuleux ont tout simplement stoppé les interventions, ils n'ont pas mis en chômage partiel et ils ont stoppé les interventions, donc ils ont rompu les contrats de travail des salariés les plus précaires. Merci Christine. Oui, j'ai quelques questions qui sont des questions macro, donc je les oriente peut-être plutôt vers Aude. Deux questions qui, pour moi, de la part de Florencio Martin, sur quelles sont les attentes des salariés sur le fonctionnement des entreprises après le déconfinement, quelles attentes sur le télétravail et leur autonomie d'action. Et puis, question qui est venue juste après, mais qui est liée. Il y a des inquiétudes des salariés sur le devenir de leur emploi après cette crise. Questionnent-ils les organisations syndicales sur le sujet? Je pense que la réponse est évidente. Il suffit d'écouter les interventions qui ont été faites ce jour, mais je crois qu'on a effectivement de très nombreuses illustrations du fait que l'ensemble des acteurs syndicaux dans les entreprises sont évidemment harcelés de questions de cette nature dans le contexte que nous vivons. Donc là, je laisse du coup la réponse ouverte à tous nos intervenants, mais d'abord à Aude pour la première question. Voilà, sur les attentes des salariés, en faisant le lien un peu avec l'intervention que Christine vient de faire, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, il va y avoir le déconfinement et un confinement qui va se maintenir quelque part. Ça a pour conséquence jusque parfois des transformations de métiers. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'organisation qui va bouger, c'est l'exercice d'un métier. Et je pense que parfois on est obligé de prendre une conséquence qui va plus loin que simplement est-ce que je fais la même chose chez moi, pas tout à fait, ou à distance. Donc on a des vrais enjeux à accompagner. Et l'expérience du confinement a effectivement créé des attentes nouvelles chez les salariés parfois, en termes d'équilibre, en termes de gestion, en termes d'expérience, de rythme de travail. On ne peut pas généraliser, les organisations sont extrêmement diverses. Et d'où l'intérêt, il y a eu pas mal d'échanges, vous en avez fait vous en avez adressé aussi d'interroger les salariés eux-mêmes au cas par cas sur leurs attentes, sur ce qu'ils ont vécu et sur leur situation. Généraliser une réponse me semble totalement déraisonnable, mais partager sur les situations actuelles, les nouvelles pistes que ça ouvre. Vous avez souligné les difficultés du dialogue et en même temps, peut-être qu'il y a des pistes nouvelles qui, dans cette situation particulière, peuvent s'ouvrir. C'est-à-dire réfléchir ensemble sur le fait que, oui, il y a des inquiétudes sur l'avenir. Il y en a qui posaient la question de perspective de PSE. Il y a aussi des attentes nouvelles. Il y a des attentes sur le sens. Il y a des attentes sur l'évolution des métiers, des fonctions. Et c'est d'énormes chantiers qui s'ouvrent, avec l'importance de savoir où on en est aujourd'hui, et en termes de santé, et en termes d'attente. Donc, je renverrai sur le fait qu'il faut partager un état des lieux des situations pour savoir comment y répondre, et je dirais ensemble qu'il y ait des organisations syndicales, des directions. Il y a vraiment besoin de reposer un grand nombre de choses. C'est plutôt une chance, et il faut tâcher de ne pas le faire, je pense, de manière divisée, parce qu'il y a beaucoup de points de vue à prendre en compte. Et donc, plus il y a d'informations, je dirais, plus on a une richesse possible. Et je ferai un tout petit focus sur, on a eu des questions, vous l'avez évoqué en tout début, sur les personnes qui sont aussi… On va avoir une question de départ en retraite, vous l'avez évoqué Bernard, qui me semble essentielle à garder dans le périmètre du lien, pour que ces personnes-là ne vivent pas une rupture aussi à ce moment-là et contribuent par leur expérience à enrichir l'évolution future. Je pense qu'il y a un sujet important aussi qui peut s'ouvrir là-dessus. Je vais laisser aussi aux autres le fait de compléter, parce qu'il y a, le chantier donne de la place pour tout le monde. Alors, le compteur tourne, ça fait 1h22 qu'on est en live. On avait timé 1h30. Je viens de rajouter un quart d'heure.
donc sans empiéter sur la pause déjeuner, un petit quart d'heure. Donc, ça nous laisse un tout petit peu plus de temps, surtout qu'on va avoir une petite intervention surprise à l'issue de le tour qu'on va faire là. Et donc, je vous laisse la parole, Christine, Oui, Daniel, un peu sur la… Je veux bien intervenir suite justement aux nouvelles attentes. Nous, on a effectivement beaucoup de remontées des télétravailleurs, puisque le télétravail chez nous commençait juste à se développer, alors que c'est une forte attente, on sait, de très nombreux salariés. Et je dirais même mieux, c'est presque une carte d'entrée pour les nouveaux embauchés. On est une entreprise qui a la chance de recruter énormément, ce qui est quand même dans la période assez rare. Aujourd'hui, les salariés qui télétravaillent à 100% depuis mi-mars nous remontent que c'est évident que le télétravail à 100% n'est pas concevable de par le besoin de se rencontrer, d'échanger, et je dirais sur le côté relations humaines et sociales, c'est une nécessité de revenir sur site, mais un pourcentage de entre 20, 30, 40% de télétravail semble tout à fait acceptable et apporte du bien-être. Parce que, évidemment, on n'a pas les trajets. Pour ceux qui sont en région parisienne, c'est souvent très appréciable. Mais même pour les gens de province, parce que on a quand même l'agrément d'être chez soi, même si ça ne veut pas dire pour autant qu'on est en vacances, parce qu'on sait très bien que les télétravailleurs généralement ne comptent pas leurs heures et ont plutôt une tendance d'ailleurs à allonger les journées. Donc c'est un facteur sur lequel il faut être vigilant. Donc ça va nous interroger beaucoup sur le télétravail. On avait commencé à y travailler, mais il va falloir creuser parce qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande. On sait que notre direction y est aussi très sensible, à tel point que elle considère même que ça peut avoir un impact sur un investissement de bâtiments. C'est-à-dire qu'elle pourrait revoir ses structures en fonction du nombre de salariés et de télétravailleurs. Bon, tout ça reste encore évidemment à définir, mais il y a d'autres sujets sur lesquels cette période-là nous a amené à réfléchir. C'est sur des technologies qui peuvent être avancées on a vu dans des conditions d'atelier, plutôt que de faire venir des gens de méthode sur place, on a procédé à des analyses avec des caméras, par exemple, et ça a évité de faire déplacer des gens, et c'est des solutions qui peuvent être développées, alors avec des outils modernes, adaptés, bien sûr, mais ça permet de voir aussi qu'il y a des fois des technologies qui peuvent éviter justement à des gens de se déplacer, de faire 200, 300 km. Donc, ça peut être des sujets intéressants à creuser. Je voudrais intervenir sur cette question du télétravail parce que la situation que nous avons vécue, c'est du télétravail en mode dégradé, en situation contrainte, c'est-à-dire du télétravail qui n'a pas été pensé en tant que tel. Dans la plupart du temps, et puisque tu parlais du questionnaire qu'on a fait, dans les 2/3 des établissements, enfin pour les 2/3 plus exactement des syndiqués qui ont répondu à notre questionnaire, ce télétravail, ça a été débrouille-toi. C'était ni accompagné par une charte, ni accompagné par un accord d'entreprise. Donc, il n'est pas organisé, il n'est pas cadré, les gens ne savent pas ce à quoi ils ont droit et ce à quoi ils n'ont pas droit. Et ils ont dû s'auto-former seuls, vraiment dans une solitude absolue. Rares sont les entreprises qui ont mis à disposition des formations, qui ont essayé de réunir les salariés pour leur expliquer comment ça fonctionne. J'ai dit qu'on avait beaucoup de salariés qui étaient multi-employeurs, donc ça multiplie les plateformes, ça multiplie les contraintes et finalement, ce que nous, on voit, c'est une charge mentale et un épuisement des télétravailleurs, spécifiquement quand ils sont formateurs et enseignants. Pour les formateurs, alors je mets de côté les enseignants de l'enseignement supérieur et les formateurs dans des structures liées à l'intégration et à l'insertion, donc auprès de publics extrêmement fragiles. Pour les formateurs, très clairement, le constat, c'est que
la continuité pédagogique et le télétravail n'est absolument pas adapté à des publics aussi fragiles qui ont besoin d'une proximité. Donc, télétravail, pourquoi pas, mais encore faut-il qu'il soit pensé en amont. Et puis, le gros problème qu'il pose, c'est qu'il va casser le lien social, les solidarités collectives quand elles existent, et le télétravail va nécessairement poser aux organisations syndicales, dès lors qu'il se développe, un certain nombre de problèmes pour justement, on en parlait, quel nouveau lien avec les salariés et quel sera le nouveau lien avec les salariés en télétravail, ça, je n'ose même pas y penser. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont liées à la situation du télétravail. Enfin, et dernière chose, en ce qui concerne l'enseignement et la formation, à travers le télétravail, c'est la question de la propriété intellectuelle. Moi, quand je fais un cours, quand je le conçois, quand je fais une bibliographie, quand j'ai une méthode particulière d'enseignement, à qui appartient en fait le fruit de ma production intellectuelle? Est-ce que c'est à mon employeur? Est-ce que c'est à moi? Comment c'est partagé? Donc, le droit à l'image et la propriété intellectuelle. Alors, c'est pas le télétravail, effectivement, pour les métiers administratifs. Ils vont pouvoir réaliser une mission de chez eux. C'est une autre forme de télétravail qui est amenée à être publique et diffusée sur Internet ou sur les réseaux sociaux, peu importe. Ouais, je vous... Merci, Bernard. Beaucoup plus large, mais le télétravail... en disant il y a une rupture du lien social, il y a des connexions qui vont être un petit peu anarchiques, etc. Donc là, on est dans le travail, on va dire, organisé. On a subi, suite à la crise du coronavirus, un télétravail imposé et, on va dire, immédiat. Un télétravail de situation, en fait, on va dire, qui n'a pas été étudié suffisamment en amont. Donc, on s'aperçoit de quoi? Qu'il y a des endroits où ça marche très bien, alors qu'on nous disait que ça ne marchait pas, des endroits où c'est en train de faire des dégâts et on ne le sait pas encore, parce qu'il va y avoir cette fameuse rupture du lien social. Il peut y avoir aussi simplement un environnement dans le logement de la personne qui fait que ce n'est pas possible de télétravailler. On le fait parce qu'on le subit, mais ce n'est pas possible. Et tout ça, en fait, ça m'amène à dire quoi? Ça m'amène à dire que dans cette période-là, les organisations syndicales notamment, mais aussi les IRP, sont vraiment une banque de données au niveau de l'étude RPS qui devrait avoir lieu après cette sortie de déconfinement, parce qu'on va rentrer sur un nouveau modèle. Et toutes les questions qui ont pu se poser, toutes les questions que les salariés se sont posées, tous les dégâts qu'on a pu voir et qu'on avait déjà vus avant, on peut être vraiment force de proposition par rapport à ça. La seule chose, c'est que vous avez des entreprises qui ne considèrent pas le RPS comme un moyen et un vecteur de développement, mais comme une contrainte. C'est-à-dire, je suis obligé de faire une étude RPS, je la fais. Dans notre cas, il la sous-traite carrément, c'est un prestataire qui vient la faire. Donc, inutile de dire qu'il y a des gens, on sait très bien qu'on ne va pas aller les interroger. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est le socle qu'on est en train de reconstruire là. On va passer sur un nouveau modèle. Alors, je parle pour la distribution. Je pense que pour l'industrie, c'est pareil. Pour l'enseignement, c'est pareil. Il y a avant et après. Et après, ce sera obligatoirement différent. Et même, j'irai même plus loin, c'est que si les entreprises ne bougent pas, la différence sera dans leur immobilisme et qui va avoir des dégâts considérables. Nous sommes, je pense, force de proposition et force de construction de cette étude RPS qui, à mon avis, est absolument indispensable. Tant qu'on va avoir une remise en question, on va dire économique, il faut avoir une remise en question humaine et pas que sociale. Ça ne dépend pas que des lois du travail qui vont évoluer certainement. Ça dépend aussi de si on croit au vivier humain de son entreprise et comment on peut le développer et répondre aux questions et aux angoisses des uns et des autres par rapport à
la pérennité de leur emploi, par rapport à la situation sanitaire qui, soyons clairs, n'est pas près d'être réglée. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment une opportunité de le faire. J'espère vraiment que les organisations syndicales, que les représentants du personnel seront investis dans cette remise en cause et dans cette réétude RPS, on va dire générale, parce que à mon avis, elle est totalement indispensable. On est vraiment sur le fil là en ce moment. On ne sait pas où on va. La seule chose, c'est qu'on veut aller un petit peu plus loin, mais on ne sait pas de quel côté on va tomber, si on va tomber ou si on va s'ouvrir en deux. Merci Bernard pour cet horizon. Alors là, j'ai une question à vous poser. C'est-à-dire qu'on a donc une intervention qui était pas forcément prévue initialement, mais qui est riche de sens, c'est celle de Niad Djelit, qui est la secrétaire du CSE de UP, secrétaire CGT du CSE de UP, nouvelle secrétaire du CSE de UP. Elle a des choses intéressantes à nous dire au regard de ce qu'elle a pu entendre et de son apport. Le seul problème, c'est que le fenêtrage de Livestorm ne permet que 6 affichages. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sacrifie, qui sorte. Alors, je voudrais bien, mais si je sors, après, je ne peux plus animer. Donc, Aude, c'est sympa, Aude. Donc, on va te dire au revoir. Merci à toi pour ton témoignage. Tu vas pouvoir toujours écouter ce que va dire Niad. Mais, merci à toi de te sacrifier. Et merci en tout cas pour ton témoignage. Merci pour l'invitation et les échanges et pour ce lien social entre nous qui était de grande qualité. Merci. Merci. Juste pour dire qu'il y avait une question qui l'a concernée, mais du coup, je proposerais qu'on y réponde via le chat ou les questions par écrit. Merci. Entendu. Je t'en prie. Merci. Merci Aude. À bientôt. Alors, j'invite Niad. Alors, le temps que Niad se connecte, c'est juste pour dire qu'il y a plusieurs participants qui ont gentiment proposé, notamment Serge, dont j'ai oublié le nom, ce qu'il affiche, il est sur la liste, qui a proposé de mettre à disposition des outils d'études des différents d'analyse de l'état psychologique des salariés, et donc il va nous les mettre à disposition et on les enverra par mail à ceux qui l'ont demandé. Donc comme ça nous permettra aussi d'être assez raccord avec le RGPD et de ne pas envoyer des mails à ceux qui ne l'auraient pas demandé. Voilà. Eh ben, je demande. Merci. De toute façon, il y a le replay. Alors, je ne sais pas si le replay intègre toutes les questions, le chat, on va voir. Mais en tout cas, il y aura un retour sur Miroir Social de tout ce qui s'est dit. Enfin, nous, on va faire quelque chose sur Miroir Social par rapport aux échanges qu'on a eus. Niad, bonjour. Merci de nous rejoindre. Donc, comme je disais, tu es la nouvelle secrétaire du CSE de UP. Donc, tu es élu CGT. Et on est vraiment dans le bain. Là, pour revenir à la trame initiale de notre échange sur le lien social, si tu peux nous raconter un peu ce que vous avez fait chez UP en tant que CSE. Là, pour le coup, c'est intéressant parce que c'est l'instance qui a porté le truc, pas les syndicats, c'est l'instance. Comment vous avez, et au-delà de son côté activité sociale et culturelle, sur la partie mission économique, comment vous avez porté l'information auprès des salariés de UP? Attends, j'enlève ton micro. Ça lag. Son micro coupé, hein. Ouais, c'est ça, ouais, mais ça lag. Activer le micro. On t'entend pas. Mince, excusez-moi. Alors, j'ai également la possibilité d'activer le micro de Niad, mais j'y arrive pas non plus. Ouais, c'est bizarre. Hein. À mon avis, c'est mince. Alors, on peut tenter de faire du langage des signes, parce qu'on voit que Niad a vraiment envie de s'exprimer. On va y arriver. Tout à l'heure, j'ai eu le problème avec toi, Daniel. Pour réactiver ton micro, ça a mis du temps. À mon avis, c'est une histoire de lag. Enfin, de délai. Oui, moi, ça marche bien. Attends, je la réinvite. Mince. Bon, il y a une censure chez Hop.
Ouais, c'est ça. C'est moi qui ai censuré. J'ai cru que c'est toi qui pouvais parler au nom du groupe. Ouais. Mince. Ah. C'est quoi l'histoire? Nos excuses. Alors pendant ce temps-là, du coup, je fais durer un peu le temps pour qu'on puisse activer le micro de Niad, juste pour dire que j'ai bien noté tous ceux qui m'ont demandé les documents que Serge s'est proposé de nous envoyer. Donc, ce sera un document Word et ce sera envoyé d'un email. Donc, Ouais, je m'inscris aussi. Ok, super, merci. Ah, Niad, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi tant de haine. Tu voulais nous faire un scoop, mais c'est raté. Ouais, ça s'était trop bien passé. Non, c'est pas un scoop, c'était vraiment un témoignage qui a apporté un autre niveau. Vous avez été très concret dans ce que vous avez apporté comme piste. Et Niad a tout autant mais ça serait quand même mieux qu'elle le dise elle-même parce que c'est quand même la mieux placée pour le dire. Mais elle essaye, hein, elle s'accroche. Voilà. Ouais, bah ouais. C'est moi, c'est Arnaud. Ouais, toi, tu essaies de ton côté, toi aussi? Ouais, j'ai essayé, mais je n'y suis malheureusement pas arrivé. Bon, on va peut-être pas s'acharner. Voilà. Bon, bah Niad, c'est dommage. Alors, ce que je propose pour tout le monde, alors Niad est en train de faire signe qu'éventuellement, elle pourrait t'appeler, Rodolphe, et tu mets le haut-parleur, et je pense que ça marchera très bien. Bon, on essaye. Appelle-moi, Niad. Bon, en mode à l'arrache, en mode dégradé. Voilà. Ça va. Salut Niad. Alors, attends, je te mets en haut-parleur. Attends, haut-parleur. Il est où mon haut-parleur? Si c'est moi qui galère. Est-ce que tu enlèves tes écouteurs si tu veux qu'on soit en haut-parleur? On t'entend là, Niad? Ouais, c'est bon. Ouais, bah, je te laisse y aller. Ouais, ok. Bon, j'ai un écho, mais je vais y aller. Donc, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous raconter comment. Je suis vraiment désolée. J'ai un énorme écho. Ouais. Je n'entends plus rien. Ouais, je raccroche. Hein. J'ai raccroché. Bon, on va. Bon, bah. Je sais pas ce qui se passe. Là, il y a un complot, je sais pas. Bon, on va pas non plus. Alors, ce que je disais, ce que je voulais proposer, c'est que comme on va vous annoncer de prochaines dates pour l'organisation d'un prochain webinaire qui portera également sur la question des CSE. Enfin, on est en train avec Rodolphe de réfléchir au thème précis qu'on va vous proposer prochainement. Donc, c'est l'occasion de faire du teasing. Et du coup, on fera les tests avec Niad d'avant et ça sera l'occasion de lui proposer d'intervenir sur le sujet parce que bon, moi-même, en tant que salarié du groupe, j'ai pu voir tous les efforts qui ont été faits de la part des élus. Donc, du coup, je me fais leur porte-voix dans le cadre du CSE. Et il y a effectivement un dialogue très, très fructueux qui s'est instauré entre l'ADRH et les élus, le CSE plus particulièrement. Et l'initiative et le travail qu'ils ont fait a été utilisé à dessein et de façon très, très positive par la RH pour notamment rester en contact avec tous ceux de nos collègues qui malheureusement étaient en chômage partiel pendant la période. Donc, du coup, je propose qu'on fasse de cette façon-là et que Niad, avec qui on fera le test avant la prochaine fois, puisse nous rejoindre et parler de l'expérience de notre CSE. Ouais, non, moi, je voulais simplement rebondir sur ce que tu disais et par rapport à ce que tu me racontais, Niad, hein, je vais rapporter un peu ce que tu me racontais, moins bien que toi, forcément, je suis pas dedans, mais l'originalité de l'approche que vous avez développée, pour faire très court, c'est que l'instance, c'est le CSE qui a des applis pour gérer les ASC avec les salariés de UP, qui a utilisé une application de push par SMS pour diffuser auprès des salariés l'information sur ce qui se passait dans l'urgence, pour être en direct directement avec les téléphones des salariés plutôt que par les messageries avec des accès plus ou moins aléatoires. Et donc, c'est une application de push par SMS qui a utilisé
été utilisé par le CSE et qui va se retrouver sur des applis que va développer Hub. Donc, c'est intéressant de voir comment d'une contrainte en mode quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui nous tombe comment on en fait quelque chose, un service en plus qui va se greffer sur des offres par ailleurs. Et vous avez éprouvé dans les conditions qu'on connaît. Et voilà, donc, mais tu aurais été mieux placé, bien mieux que moi pour le dire. Écoutez, merci à vous, à toutes vos interventions. Merci à vous d'avoir pris du temps pour partager votre expérience. Merci à l'ensemble des participants d'avoir participé au chat, aux questions. Merci à toi, Arnaud. Merci au groupe Hub d'avoir porté la rencontre. À suivre, comme tu l'as dit. Et par ailleurs, sachez que sur Miroir Social, dès mardi, nous, on met en ligne un gros dossier et Aude en a un peu parlé. C'est sur les tensions potentielles, les risques de tensions interpersonnelles qui vont se créer dans les boîtes au moment de la reprise, avec des gens qui vont se regarder un peu en chien de faïence en fonction des intérêts de chacun, en fonction des situations de chacun, et comment ça, il y a les OS, les représentants du personnel ont un rôle essentiel à jouer pour désamorcer des situations. Ça sous-entend beaucoup d'informations, d'explications pour que chacun comprenne pourquoi il en est là, etc. Et ça va être la deuxième phase et c'est un enjeu majeur pour justement avoir des collectifs qui tiennent et qui ne se fissurent pas au moment de la reprise. C'est un enjeu, je pense, que vous saisissez tous et qui est assez majeur et partagé. Donc, écoutez, à bientôt. Merci à vous encore. Et, merci à toi. Bonne journée. N'oubliez pas de nous envoyer des trams du coup, à tous les participants. Oui. Les trams qui ont été. Parfait. Merci à tous. Bonne journée à tous. Merci à tous. À très bientôt. Merci. Au revoir. À tous. Alors, comment on se déconnecte de cette chose? Ciao. Et là, excellente je ne sais pas si c'est avec Niad. Ma Niad, vraiment, je suis dégoûté. Parce que je ne comprends pas, c'est vraiment. Ouais. C'est pas une question parce qu'on était 6, on était 6.